le matin, vous nous rejoignez. Merci à vous qui vous nous regardez à la télévision également aussi sur Espace TV. Mesdames et messieurs, nous allons continuer le débat évidemment avec ce qui se passe là, cette coopération, mon cher Jacques Lewaleno. Niamey et Ouaga se retirent du G5 comme je vais dire un coup de massue quelque part. Est-ce que c'était prévisible, mon cher Jacques Lewaleno? Je crois que c'était prévisible. Vous savez, les deux pays plus le Mali ont créé depuis quelques mois maintenant l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel est vue un peu comme une structure qui devrait un peu supplanter le G5 Sahel, qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs dans le combat contre le terrorisme. L'autre chose qu'il faut dire, il y avait le Mali dedans. Et ce qui s'est passé avec le Mali, c'est que après le coup d'État de Goïta, il y a eu des sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA. Puisque c'était la présidence tournante, je crois le Niger venait de finir son mandat et il revenait, n'est-ce pas, au Mali, donc de prendre la tête. Le G5 Sahel, avec Bazoum à l'époque, dirigeant de l'autre côté, va dire non, vous ne pouvez pas prendre la tête. À votre place, c'est plutôt le Tchad. Parce que vous êtes sous sanction de la CEDEAO. Or, il se trouve que les raisons pour lesquelles on avait sanctionné la CEDEAO et le Mali, et raisons donc pour lesquelles on ne voudrait pas permettre à Goïta de prendre la tête du G5 Sahel, c'est les mêmes réalités qui prévalaient du côté du Tchad et qui prévalent d'ailleurs jusque maintenant. Alors, en ce moment, le Mali a pris la décision de se retirer du G5 Sahel. Depuis donc un moment, il n'y avait que le Tchad, le Niger, le Burkina et la Mauritanie qui faisaient partie du G5 Sahel. Maintenant, avec le départ des deux autres, il ne va rester que deux pays, la Mauritanie et le Tchad dans le G5 Sahel, l'Alliance des États du Sahel qui a de grandes ambitions, puisque bon, de toutes les façons, les choses ont changé un peu du côté du Mali sur le plan sécuritaire avec la prise de Kidal. Ça leur donne des ailes, forcément. Et puis, du côté du Burkina également, Traoré enregistre quelques résultats sur le terrain. Ils ont leurs problèmes, des problèmes économiques, des problèmes politiques, mais sur le plan sécuritaire, ils avaient dit à l'opinion nationale et internationale, écoutez, nous pouvons faire face à cela sans la France, sans les autres groupes armés qui viennent en appui à nos pays, notamment les Nations Unies pour ce qui concerne le Mali, et puis les Français qui étaient un peu à cheval entre le Burkina et le Niger. Et après le départ de ces groupes armés qui sont venus en appui, évidemment, il y a des résultats qui sont sur le terrain. Ce qui, pour revenir donc à la question, est-ce que c'était attendu? C'était vraiment attendu parce que le G5 Sahel n'existait plus. D'ailleurs, lors de notre séjour au Niger, Bazoum avait reconnu que le G5 Sahel ne fonctionnait pas. Donc déjà, avec même les démocrates élus, ils savaient que le G5 Sahel était en difficulté parce que dès la création, avant même qu'on désigne le premier leader de ce mouvement qui était Issoufou, parce que c'est le premier, je crois, à assurer la présidence de ce groupe, ils ont tendu la main à l'Union européenne. Or, si vous avez une telle unité, c'est le rêve aujourd'hui de l'Afrique quand même, d'avoir des groupes, des fédérations sur le plan militaire, des associations en tout cas, pour faire face à un ennemi commun. Parce que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, on sait que on a identifié l'ennemi, c'est le barbare, le terroriste qui prend des grandes gueules pour des raisons inavoué et qui va tuer un civil, qui va tuer quelqu'un, ou bien un groupe de personnes, parfois en se cachant derrière des raisons soit religieuses, ce qu'on mettait en avant à l'époque, et puis maintenant on met des raisons politiques, etc. etc. En tout cas, on connaît donc cet ennemi. Aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que du côté de l'Afrique ou du côté de l'Afrique de l'Ouest, on peut s'organiser de façon sur le plan militaire pour faire face à cet ennemi-là. Au niveau de la CEDEAO, il n'y a jamais eu ce débat. Après les discours creux qu'on tient lors des sommets, il n'y a jamais eu un débat sérieux qui permette de mettre sur pied un groupe armé. Et donc, le G5 Sahel, d'ailleurs, a été mis en place avec, si vous voulez, sur proposition de la France, avec donc des promesses derrière qu'on allait soutenir. On sait déjà que le rêve allait s'arrêter très vite. Ça s'est arrêté. Il va falloir désormais que la manière dont les trois pays sont en train de s'organiser, au lieu de les combattre, comme cela s'entend dans certaines chancelleries, sont des putschistes, il faut les combattre. Et puisque
ils sont quand même sur la voie. Ils sont en train d'enregistrer quelques résultats. Il faut se dire, est-ce que ce n'est pas la voie à suivre? On achète des armes, on s'organise, on mutualise les efforts. Ça permet d'avoir non seulement des informations, mais ça permet aussi de, par exemple, un ennemi du Mali qui passerait par la Guinée pourrait s'en occuper sans attendre le Mali. Un ennemi de la Guinée qui partirait du Sénégal, le Sénégal pourrait s'en occuper sans attendre la Guinée. Je crois que si on va vers cette mutualisation, il n'y a pas de raison que l'ennemi puisse tout simplement quitter. Ouais. Bien dit. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, il y a de ces organisations où vous dites, il était temps, quoi. Vous attendez à ce type de difficultés, à un certain nombre de difficultés, et vous vous dites, ça n'ira pas très loin. 2014, on va créer le G5 Sahel, le groupe des 5 États du Sahel dont Jacques a parlé. La question sécuritaire va être embrassée vraiment 3 ans plus tard parce qu'il s'agit d'un groupement d'États en faveur de leurs préoccupations communes. La question sécuritaire est une chose, la question du désert et donc de l'environnement est une chose, la question de l'intégration économique de ces États est également une chose. La question des institutions, parce qu'il s'agit quand même d'un territoire avec une grande instabilité institutionnelle, qui a enregistré une grande instabilité institutionnelle sur plusieurs années. Des États, par exemple, comme celui du Niger, où on parlait de valse des institutions liées au coup d'État. Donc cette instabilité-là portait finalement la préoccupation pour les États de se les grandes gueules pour mieux faire face à leurs obligations communes. 2014, 2017, si vous voulez, la menace sécuritaire, elle s'amplifie sur le territoire sahélien, dans le désert. Je rappelle quand même qu'il s'agit de très très vastes ensembles qui échappent souvent aux États eux-mêmes en tant que tels. Qu'on vous dise que la région qui a été libérée il y a quelque temps au Mali, on parle bien de Kidal, c'est bien plus étendu que la Guinée et la mine, et qu'on vous dise qu'il s'agit, on vous parle de la ville de Kidal, on parle de la région de Kidal, bien plus étendue que la Guinée, pour vous donner un peu les enjeux autour de ces territoires-là. Vous avez de faibles ressources, aussi bien en termes d'équipement militaire, en termes d'hommes armés, en termes de ressources, et donc vous avez un plus vaste territoire à devoir protéger. La bonne issue, justement, c'est une intégration à l'échelle de l'espace sahélien. Le G5 Sahel est donc créé. Et puis, on va se dire, face à la montée de l'insécurité, allons vers une force conjointe qui va être créée à partir des armées des 5 États. Et ainsi, on va avancer. Mais Lamine, dès la première année, les grandes gueules, on a fait face à la difficulté qui est en train d'enterrer l'initiative. Parce que là, on parle de la force conjointe, mais parce que là, on est en train de parler du G5 Sahel, mais c'est le G5 Sahel qui, lui, a donné naissance à la force conjointe. Donc, il s'agit de ces deux entités-là, dont la mère est le groupement des 5 États, qui financent l'activité de la force conjointe. Cette seule force conjointe, pour être un peu plus précis, on crée la force, on en évalue les besoins, parce qu'on veut aller sur 5000 hommes au départ, c'est l'ambition portée par les 5 États tout au départ. Le budget est de 423 millions d'euros à la création. Tenez-vous bien, on demande aux États comment on va financer la force conjointe. Chacun des 5 États est appelé à s'engager à hauteur de 10 millions, 10 millions, 10 millions. Ça vous fait un montant de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Et puis l'Union européenne s'engage, et je parle encore de l'année à ce moment-là, jusqu'à 2021, l'Union européenne va s'engager par exemple à payer derrière les 50 millions, 50 autres millions. Vous avez donc 100 millions de réunis sur un budget. Ibrahim Boubacar Keïta insistait alors là-dessus pour dire qu'il faudrait, pour que la force soit opérationnelle et efficace, il faudrait un budget annuel opérationnel de 423 millions d'euros. Vous en avez 100. On complète les autres comment?
C'est en fait ce qui fait que le G5 Sahel n'a jamais véritablement fonctionné que par les sommets. On se rencontre à Bamako, on se rencontre à Niamey, on se rencontre à Nouakchott. Je me souviens encore de l'avant-dernière, c'était à Nouakchott, quand on parle de rencontre des États, une rencontre des grandes gueules, G5 Sahel et financeurs. Ensuite, même en dehors du territoire sahélien, on se retrouve pour discuter de la question du financement. C'est donc resté une question entière pour laquelle on n'a jamais eu de recette. La question financière n'a jamais été réglée autour du G5 Sahel. Sans maintenant parler de la question du financement de cette force face à une menace djihadiste qui s'est quand même étendue sur le territoire sahélien, malgré la présence de Barkhane, malgré la présence de la mission des Nations Unies, la fameuse MUNISMA, à laquelle la force conjointe a été associée sur plusieurs fronts. Bon, ces derniers moments, Lamine, cette force conjointe-là a eu de très rares interventions. La raison est simple. Pas d'argent. On n'a pas réglé la question du financement. La question du financement reste donc posée. Pour cette institution qui certainement va se mourir, parce que, tenez-vous bien, le Mali n'en est plus membre depuis 2022. Le Mali est parti. Quand on sort du G5 Sahel, on s'en va avec sa contribution. Mais dans le cas de la force conjointe, on s'en va également avec ses troupes. Le Mali, exactement, le Mali retire ses hommes. Si vous aviez une base au Mali, il faut en trouver une autre. Ça ne va plus être au Mali, parce que c'était à Sévaré, je crois. Et donc, vous n'en avez plus. Autant de charges qui viennent aggraver une situation déjà suffisamment intenable pour le G5 Sahel et sa force conjointe. On se retrouve donc à ce moment-là. Lamine, au terme de l'Alliance des États du Sahel, il y a cette charte qu'ils ont signée avec les 3 États. Ils ont signé cette charte où ils se protègent, ils se défendent mutuellement. Donc, l'effort mutualisé, l'effort de guerre mutualisé est en cours de construction entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso. En remplacement, j'ai envie de dire, par substitution à la force conjointe du G5 Sahel. Donc, on se retrouve, déjà, il y a ce premier élément. Cette alliance, c'est aussi désormais une autre volonté qui est en construction, celle d'une confédération, puis d'une fédération plus tard. Ça, c'est également une autre actualité de cet espace sahélien-là qui se redessine avec les coups d'État. Avec les coups d'État qu'on a enregistrés, le Sahel est en train de se redessiner au plan institutionnel. Qu'en adviendra-t-il on en parlait tout à l'heure, qu'en adviendra-t-il de la CEDEAO qui est très en mal aujourd'hui? Personne ne dit plus rien de bon de cette CEDEAO-là pour un certain nombre de raisons. Et je termine avec ceci. J'ai comme l'impression que les coups d'État sont en train de bien aller au Sahel. Ça leur va plutôt bien, jusque-là. L'exemple malien, avec Kidal, depuis plusieurs années, tous les efforts que vous connaissez. Ils ont réussi quand même une prouesse que ni la France, ni la fameuse force conjointe du G5 Sahel, mais aussi que, j'ai envie de dire, ni la MINUSMA n'a réussi. Aujourd'hui, nous avons donc cette réalité-là. On ne va pas se le dire autrement. Ça reste une prouesse qui est en train d'encourager justement la création de nouvelles entités, comme autour de l'Alliance des États du Sahel. Et moi, à titre personnel, en voyant ce qui est en train de se passer avec les résultats qui sont engrangés, malgré le fait qu'on ait mené la vie dure à ces États-là, ça reste une chose pour moi à saluer. Voilà, mon cher Tamba Zakari Milimono. Dans un instant, nous partons au Sénégal. Les grandes gueules de Radio Espace, le talk show des plus audacieux, attire et ravit plus de 5 millions d'auditeurs et téléspectateurs. Tous les jours à travers le pays, récoltant du même coup une nomination des meilleures émissions de la sous-région dans le cadre du Gala de la Disque 2011.
et plus encore. C'est l'émission de référence en Guinée qui connaît un succès sans précédent. Les GG fracassent le record d'audimat en Guinée. À suivre tous les jours sur l'ensemble du réseau Adafo Média. Les GG, ou l'arme de la bonne gouvernance. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, sans plus tarder, évidemment, nous allons partir sur le direct du côté du Sénégal, où se tient donc cette conférence internationale libérale Europe, évidemment, du côté du Sénégal. Nous allons écouter donc Macky Sall en direct. Et les habitudes. Nous devons collaborer pour faire face à nos défis communs. Je pense entre autres au défi de la paix, et de la sécurité, aux vulnérabilités qui affectent les États, pas seulement d'Afrique. Je pense aux menaces sanitaires transfrontalières, nous l'avons vécu avec la pandémie de Covid-19, au péril environnemental marqué aujourd'hui par un réchauffement climatique sans précédent, aux opportunités et défis du numérique, à la difficile question migratoire. La liste n'est certainement pas exhaustive. Tous ces défis sont globaux. Leur prise en charge dépasse de loin les capacités de l'État-nation, si puissant soit-il. D'où la nécessité de travailler ensemble dans un esprit d'ouverture et de complémentarité. Dans ce nouveau monde qui se dessine, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, comme le lion et la barre dans la fameuse fable de La Fontaine. Ensemble, nous devons combattre le terrorisme en Afrique, parce que notre proximité et nos intérêts communs font que, quand l'Afrique tousse, l'Europe éternelle, et vice-versa. Ensemble, il nous faut bâtir des partenariats consensuels, rénovés et mutuellement bénéfiques. C'est pourquoi je salue l'initiative de cette loi sur les minéraux critiques. Et il faut que ces minéraux soient transformés sur le continent pour créer la valeur ajoutée et les emplois. Il nous faut donc des partenariats construits sur les fondements de priorités et valeurs partagées. Ensemble, nous devons également agir sur le plan économique pour l'assouplissement des règles de l'OCDE afin de mieux faciliter l'accès des pays en développement, africains en particulier, au crédit export à des conditions de maturité plus longues et des taux d'intérêt plus soutenables, et ceci pour renforcer l'investissement et le commerce entre les deux continents. J'aime souvent rappeler que l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, avec plus d'1,3 milliard d'habitants, dont plus de 300 millions qui sont de la classe moyenne, donc capables d'avoir un pouvoir d'achat. Nous avons aussi des besoins de financement de l'ordre de 170 milliards par an, 170 milliards de dollars par an, rien que pour le développement des infrastructures, selon les estimations de la Banque africaine de développement. Or, comme partout ailleurs, la transformation structurelle du continent passe par la réalisation d'infrastructures, qu'elles soient autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires ou autres. Et je le dis souvent à nos amis européens, notre niveau de développement aujourd'hui en Afrique, c'est d'abord la transformation structurelle. Donc si vous ne nous donnez pas des solutions sur ce qui nous permet de construire notre continent, eh bien, vous ne nous donnez pas des solutions qui nous intéressent. Nous avons aujourd'hui besoin de plateformes industrielles, numériques. Nous avons besoin de construire le développement du continent. Dans tous ces domaines, les besoins de l'Afrique sont multiples et urgents. Et une Afrique qui produit, une Afrique en chantier, qui trouve son compte dans le commerce et l'investissement,
pourra occuper sa jeunesse, qui ne doit pas mourir dans la Méditerranée ou dans le désert. Mais cette Afrique devra offrir à sa jeunesse une perspective ici sur le continent africain. Et cette Afrique en chantier offrira également à ses partenaires davantage d'opportunités d'investissement, de croissance et de prospérité partagée. Dans cette nouvelle dynamique que nous appelons de tous nos voeux, l'Europe, grâce à ses ressources, son savoir-faire et sa proximité, a toute sa place en Afrique. Et si nous voulons consolider davantage nos relations, nous ne devons plus nous contenter du business as usual. Nous avons intérêt à simplifier les formalités, procédures et conditions de financement des projets, dans le respect bien sûr des règles de bonne gouvernance et de transparence. Trop souvent, en effet, ces facteurs retardent la formulation et l'exécution de projets, ce qui fragilise l'efficacité de l'action publique. Dans le même esprit, travaillons ensemble pour des institutions internationales plus ouvertes et plus inclusives, comme nous venons de le réussir avec l'admission de l'Afrique au G20 et l'octroi à l'Afrique. On viendra sur cette actualité largement, évidemment, dans nos éditions d'information sur Espace TV, entre autres sur Radio Espace aussi, mon cher Tamba. On regardait à l'instant Macky Sall qui se prononce. Oui, on regardait Macky Sall qui se prononçait sur cette conférence-là. De partis et groupements politiques se revendiquant comme des libéraux, dont Cellou Dalein Diallo et son parti sont membres. Donc, ils ont donc le parti, l'UFDG, a donc pas que Cellou Dalein Diallo par ailleurs. L'UFR aussi. Alors, ce sont donc une union idéologique d'abord, avant de devenir une union qui leur profite au plan de leur combat politique, en termes de formation, en termes d'accompagnement, notamment technique, la préparation aux élections, la défense des droits, le partage des expériences. C'est donc, si vous voulez, c'est la maison. Je vois. C'est un peu la maison des libéraux. C'est un peu une sorte de secte. Non, je vais pas dire. Mais non, j'essaie de comprendre. C'est un peu la cuisinière, quoi. Ouais. Des libéraux. On cuisine des programmes, on aide à les affiner, à les peaufiner. C'est un peu comme les francs-maçons, en fait. Sur les idéologies. Et donc, ils se retrouvent à ce moment. Donc, ils ont plusieurs sommets. Et le Sénégal qui accueille ce sommet, cette année, vous entendiez tout à l'heure, on entendait le président Macky Sall qui continue d'ailleurs son discours sur lequel nous entendrons certainement demain, même pour quelques minutes, Diba Milimouno qui est présent là-bas, Espace TVI a représenté d'autres médias aussi. Et donc, on pourra certainement revenir là-dessus. Les enjeux, Lamine, au-delà des questions sécuritaires, au-delà des questions climatiques, au-delà des questions migratoires qui sont posées, il faut quand même dire que parce qu'il y a une grande association mondiale, c'est l'Union mondiale des libéraux, je ne sais plus moi, mais c'est l'association qui est créée depuis plusieurs années, je crois 1947, c'est établi, le siège est à Londres, et ça continue de grandir en accueillant de nouveaux partis se revendiquant de cette obédience-là. Et donc, c'est une chose, mais le bout après, il ne faut pas se voiler la face, c'est comment faire pour qu'il y ait plusieurs de nous à la tête des États pour que notre vision, nos programmes politiques puissent passer. C'est de bonne guerre, à mon avis, c'est une belle entente. Tu parles de secte, Lamine, tu aimes bien la secte, hein? C'est pas une secte. D'accord. Hein? J'ai compris. C'est pas une loge maçonnique. C'est une association. C'est une association. Après, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que cette façon de voir... Ne tombe pas des graves. Mais tu dis secte. Non, mais... Non, j'étais en train de dire que moi, je m'interroge par ailleurs sur est-ce que ça fonctionne toujours, parce que après l'international libéral, il y a l'international socialiste. On sait que c'est un réseau où on s'entraide justement à être porté
à la tête du pays. Ouais. Mais de l'autre côté... Surtout, on s'entraide. Oui, on s'entraide. C'est un peu comme les francs-maçons. À la limite... On vous ouvre des carnets d'adresses. Oui, je suis totalement Donc, d'accord. c'est ça. Mais n'oubliez pas que à la base, c'était pas fondé sur ça. Voilà. En fait, c'est un modèle de C'est l'entraide. Non, au-delà de l'entraide, je vais dire, c'est un modèle de gestion qu'on a envie d'implémenter dans les différents pays parce qu'on y croit. On croit que le développement ne peut venir que par ce modèle-là. Ça, c'est le but. C'est le but qui n'a pas changé. Oui, maintenant, mais le moyen pour atteindre ce but-là, un des moyens, c'est de faire en sorte que ceux qui y adhèrent soient portés à la tête des États. Oui, ça n'a pas changé non plus. Je suis d'accord, mais ce que je m'interroge sur, est-ce que ça réussit aujourd'hui quand on sait que même entre des membres d'une même corporation peuvent ne pas se soutenir dans un même pays? Vous savez de quoi je suis en train de parler. Et je me dis aussi par ailleurs, est-ce que ça fonctionne toujours lorsque ce but lorsqu'on n'arrive pas à atteindre ce but? Je prends l'exemple d'Alpha Condé qui est un international socialiste à la base, c'est comme ça il s'appelait, mais on a vu durant ces 10 années, ces 11 années de mandat, presque il a travaillé avec tout le monde. Nos pays, il était bien obligé. Nos pays en Afrique ne fonctionnent pas sur la base de ces idéologies. Et surtout, je pense aujourd'hui que, par ailleurs, et ça va me renvoyer vers le G5 Sahel, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se créer ailleurs aujourd'hui qui ne se repose pas forcément sur ce qui est en train de se passer au Sénégal. Les grandes gueules. G5 Sahel, il y a les 3 militaires qui se mettent ensemble pour essayer de créer une dynamique. Commencez par le Mali. Ouais. Tamba l'a dit, je pense aujourd'hui que c'est le Mali dans les faits qui a mis fin au G5 Sahel parce que je pense que le G5 Sahel a été créé à cause du Mali et c'est le Mali qui a mis fin. À un moment donné, les Maliens se plaignaient, les autorités maliennes se plaignaient des faits assez graves. Lamine, tenez-vous, au Mali entre 2019-2020, il y avait plus de militaires étrangers que de l'armée malienne sur le territoire du Mali. Ouais. Et le budget pour traiter ces militaires-là était plus élevé que le budget du pays. Donc le Mali n'était plus un pays, c'était une occupation, j'ai envie de dire. Donc les politiques s'en plaignaient le plus souvent parce que c'était devenu un endroit où l'intérêt des Occidentaux se bousculait. Et cela s'identifiait par le fait que, il y avait la force Barkhane qui a été la première force que la France a envoyée, donc qui était gérée, donc traitée prise en charge par la France. Il y avait la force Takuba, souvenez-vous, qui était prise en charge par l'Union européenne. Et puis il y avait la MINUSMA qui était prise en charge par l'ONU. Tout ceci réunis sur le territoire malien et qui coûtait suffisamment d'argent. Et les ressources, ces fonds-là ne provenaient que des ressources maliennes. On dit souvent que Haribassi Solanyanya Kaikini c'est Anumbalaka. Quand tu les grandes gueules, tu arrives à posséder une personne, n'exagère pas dedans. Ce qui a provoqué le fait que le Mali quitte aujourd'hui le G5 Sahel. Et le Mali a contaminé aujourd'hui le Burkina parce que le jeune Sankara, plutôt, qu'est-ce que je dis, le jeune Traoré n'a pour idole après Sankara que Goïta, il l'a dit, il l'affirme. Lui, il ne voit que Goïta, c'est son modèle. C'est pourquoi d'ailleurs, il a pris la tête après l'autre monsieur qui est l'ami de Jacques Lewa, tu peux me rappeler son Damiba. nom. Parce que Damiba, et depuis quand il est devenu mon ami. les grandes gueules. Donc Damiba qu'on soupçonnait Damiba, le putschiste chouchou de la communauté internationale. Il était aimé par la communauté internationale. La France l'aimait, on l'adoubait, on l'invitait à tous les sommets. Le putschiste. C'est-à-dire que le putschiste tel que l'Occident l'aime, Damiba, c'était ça. On lui a reproché ça. Je pense même qu'il aurait pu être invité dans une université. Les grandes gueules. L'art de faire un putsch démocratique. Il a écrit avant d'arriver. C'est un intellectuel. Dès qu'un militaire commence à écrire des livres, il faut douter de ses capacités militaires. Je suis en train de dire, Lamine, qu'à un moment donné, vous avez vu ce qu'on lui a reproché quand on l'a arrivé au pouvoir d'Amiba. On disait qu'il avait trahi l'idéologie qui avait envoyé les militaires au pouvoir. Donc, le jeune Traoré a pris les rênes du pays et il fait exactement. Il est aussi audacieux que Goïta. Je vais dire la même chose. Et vous voyez que c'est eux-mêmes qui ont aidé aussi. Ils ont aidé les militaires du Niger à prendre le pouvoir de ce côté. Souvenez-vous que le Mali était prêt à envoyer des militaires du côté du Niger pour défendre les militaires lorsqu'ils la CEDEAO menaçait et tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont réussi à mettre une dynamique en place qui est en train de progresser. Sauf que, à mon avis, il y a une trahison quelque part. Je vais vous expliquer. C'est la Guinée, excusez-moi, qui a trahi. Souvenez-vous qu'à un moment donné, le Mali
et la Guinée, on parlait d'un pays, d'un même pays plus tard, on parlait d'une fédération même plus tard, les ministres maliens venaient participer au Conseil des ministres, c'était vraiment, vraiment poussé. Mais vous voyez que tout s'est arrêté d'un coup. Parce que tout simplement, on voulait aller sur la Guinée, le port de la Guinée, pour ravitailler, sans qu'on soit dépendant du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, que nous savons foncièrement français, et surtout que le Mali et les autres pays n'étaient pas forcément d'accord avec la France. Et donc, on voulait se rabattre sur la Guinée, le port guinéen, pour pouvoir ravitailler justement ces 3 pays. Sauf que finalement, on se rend compte que la Guinée et la France, ils ont plus de relations qu'historiquement, qu'on ne le pensait historiquement. Donc du coup, le Mali se méfie. Et donc tous les autres pays se méfient de sa collaboration allant dans le sens de la création d'une fédération de la Guinée, tout simplement parce qu'ils pensent que la Guinée n'est pas dans la même, ne fait pas le même discours et n'a pas les mêmes problèmes que ces 3 pays-là. Je l'ai remarqué lorsque nous étions au Mali, quand on a posé la question au ministre de l'administration du territoire, moi je lui posais la question sur la Guinée, mais il prend l'exemple sur le Burkina et puis le Niger parce qu'il estimait qu'il avait les mêmes problèmes que ces pays-là et pas la Guinée. La Guinée était un pays qui avait son problème à part et qui pouvait régler son problème de ce côté. Eux, ils étaient de ce côté-là. Maintenant, s'ils réussissent à se mettre ensemble, je vais finir là, c'est qu'il y a des institutions sous-régionales vont disparaître. Par exemple, la CEDEAO ne servira plus à rien. Aujourd'hui, l'UEMOA ne servira plus à rien. Et ça serait un camouflet pour les politiques qui, pendant plus de 50 ans, ne réussissent pas à fédérer les pays et que ce sont des militaires qui viennent, 3 militaires qui viennent déclencher une révolution sur le continent, sur cette partie du continent et aujourd'hui qui est en train d'être bien apprécié par les populations parce que les résultats, surtout à travers le Mali, aujourd'hui c'est sans commentaire, en tout cas dans la tête des prospects, c'est sans commentaire. Donc s'ils réussissent à le faire, si d'autres pays arrivent à les rejoindre, à joindre cette dynamique-là et ils arrivent à aller à la confédération, d'abord une collaboration militaire puisqu'ils commencent par là, ensuite la confédération, puis ils arrivent à la fédération, même s'ils n'arrivaient à mettre ensemble qu'une armée unique de ces 3 pays-là, eh bien ça serait vraiment une réussite de ce côté-là et on ne peut pas les en vouloir. Comme ça, tout le monde souhaiterait que son pays fasse un coup d'État pour les rejoindre. Un petit mot sur les courants, puisque tu faisais bien d'introduire par là. Est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne? L'international libéral, l'international socialiste, ce sont des courants quand même politiques, il faut le dire, qui ont été imaginés ailleurs pour des réalités de ces pays. Moi, j'accepte bien que nos pays, donc des partis politiques de nos pays y adhèrent, mais il y a 2 choses. Soit on a la possibilité d'obtenir à l'intérieur une façon de penser africain, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les pays n'ont pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes problèmes, donc ne peuvent avoir une solution unique pour tout. C'est-à-dire ce qui peut être une solution aux problèmes politiques et aux problèmes économiques français n'est pas forcément une solution aux problèmes politiques et aux problèmes économiques guinéens ou sénégalais. Il y a toujours des réalités. C'est pourquoi les gens en voulaient à un moment donné à Alpha Condé parce qu'il s'est réclamé socialiste. Et il arrive au pouvoir, il a été plus libéral même que ceux qui se réclament de l'international libéral. Parce qu'il y a la réalité de la Guinée. Dès que vous êtes là, vous êtes obligé de faire des concessions et d'adapter, n'est-ce pas, votre façon de penser, votre façon de gouverner aux réalités que vous avez en face. Ou que l'inscription à une idéologie politique ne serait que un problème de formalisme. Peut-être d'appartenir à un ensemble. Vous avez vu, vous avez vu le parti c'est le PADES, hein, qui voulait s'associer avec le PDG et former une alliance politique. J'étais perdu. Être membre d'un grand ensemble. Même ce que je vois derrière. Donc, si on n'a pas la possibilité, puisque les autres ont déjà leur façon de voir la politique, de voir la gouvernance, je me dis que c'est possible que du côté de l'Afrique, que politiquement, on commence à penser, à réfléchir. Quels sont nos problèmes? Voici nos problèmes. Comment on peut les résoudre? Et derrière, on fait naître un courant politique qui ne va pas s'appeler libéral ou socialiste. Parce qu'il n'y a pas
n'y a pas, si vous voulez, une création identique en tout cas sur le plan politique pour toutes les situations. Voilà. Ce qu'on pouvait dire, évidemment, hein, voilà, nous allons essayer de partir sur le terrain, d'où nous attend donc Djiba Milimono du côté de Dakar, évidemment, que nous allons appeler dans un instant. Le temps pour notre réalisateur, Omel Diaby, hein, de le joindre dans un instant. Allez-y, Madame Yoro, par rapport à ce sujet. Écoutez, l'international libéral, généralement, c'est grandes alliances, c'est de grandes alliances, c'est du lobbying qui se fait justement au sein de ces rencontres. Vous l'avez vu, la preuve est que c'est aujourd'hui le Sénégal qui accueille l'international libéral pour parler de diverses questions, hein, parce qu'en l'écoutant tout à l'heure, on l'a notamment entendu parler de questions migratoires, mais aussi de questions qui puissent faire de l'intérêt gagnant-gagnant, de sorte que si on veut apporter de l'aide aux Africains, qu'on sache qu'est-ce qu'on veut leur apporter, que ça ne tombe pas du sommet, qu'on sache réellement quel problème on veut résoudre en Afrique. Par exemple, si c'est la question migratoire, que les décisions ne se prennent pas de l'autre côté et qu'on vienne, par exemple, faire l'étude de terrain. Les Africains ont besoin de quoi pour résorber, pour régler la question migratoire? C'est entre autres questions qu'on a entendu parler tout à l'heure le président Macky Sall. Peut-être Djiba nous en dira un peu plus. Voilà, et il est en direct, évidemment. Nous partons sur le terrain donc avec Djiba Milimono. Voilà. Des fonds monétaires internationaux. Et il est le visage qui un peu exprime cette volonté de donner toute la force aux Africains pour des relations de partenariat qui permettraient réellement l'utilisation à bon escient de la ressource africaine qui est énorme. L'Afrique est un continent riche par sa jeunesse, par ses femmes, par ses hommes, par ses ressources naturelles. Mais l'Afrique est un continent où vivent des populations pauvres. Aujourd'hui, nous revendiquons nos ressources, la manière de les exploiter, de les rationaliser. Et nous sommes dans un partenariat historique avec l'Europe. C'est un partenaire historique qui voudrait réfléchir avec nous dans le cadre de l'UNUPAC, que je remercie infiniment, comment renouer, créer une nouvelle génération de partenariats. En tant que présidente de l'International libéral, je suis plus que fière de participer à la construction de ce nouveau partenariat. Je suis entourée d'un vice-président guinéen, M. Cellou Diallo, grâce à qui et avec qui nous avons beaucoup travaillé pour asseoir ces ponts. Et nous avons aussi deux vice-présidents qui font le lien entre le UNUPAC Europe et la partie africaine, à savoir le président du mouvement populaire, M. Ouzine, et le ministre de la Défense, M. Youm. Donc aujourd'hui, vous voyez, nous avons une voix qui est présente en Europe, et puis vous avez une présidente de l'International libéral qui est africaine et qui est marocaine. Donc voilà, c'est ce que nous pensons construire, et je suis très fière, en tant que présidente, de pouvoir relayer sur des visages emblématiques et des hommes d'État comme Macky Sall, qui comme le président Ouattara, qui sont eux des présidents qui portent notre mouvement au niveau africain. Voilà. Alors justement, le président Macky Sall, il a parlé d'environnement, il a parlé de démocratie. Cellou Dalein Diallo, qui est vice-président de l'International libéral, dont vous êtes la présidente. Aujourd'hui, l'Afrique aussi, ce qu'il faut remarquer, on parle de démocratie, on parle d'alternance. C'est quoi aujourd'hui la position de l'International libéral sur cette question? Mais vous savez, d'abord l'International libéral prône le respect des États de droit et où la suprématie des lois est importante. Nous pouvons aller à l'encontre de constitutions ou assister et soutenir un président quelconque qui va à l'encontre de la constitution de son propre pays. Je suis désolée, il faut que je parte du président Macron. Je reviens tout à l'heure. Voilà, vous l'avez compris, elle a un agenda ici très chargé. Elle a un agenda très chargé. On a vu le président sénégalais Macky Sall qui était ici dans cette salle, qui a rehaussé le niveau de la cérémonie de sa présidence. Il faut rappeler que nous sommes ici à Dakar, dans un réceptif hôtelier de la place. C'est la rencontre de la famille libérale, c'est le Renew PAC qui regroupe
des députés européens du monde libéral et également de l'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes. Alors ce qu'il faut rappeler, nous allons prendre tout à l'heure le président du réseau libéral africain, qui est un Burkinabé, M. Ouédraogo. Mais ce qu'il faut rappeler, cette rencontre a mérite parce que c'est le sommet de Renew SPAC. Il y a eu l'année dernière le sommet à Marrakech, c'était au Maroc. C'était la suite logique de ce sommet qui se tient aujourd'hui à Dakar, les 3 et 5 décembre 2023. Alors il faut rappeler, ici on a parlé de bonne gouvernance, on a parlé de développement durable, on a aussi parlé de la question migratoire aujourd'hui qui touche la jeunesse africaine dans sa globalité. Ils sont aussi revenus sur une question qui est centrale, c'est l'alternance avec les démocraties aujourd'hui qui sont mises en marche sur le continent, notamment le respect de la voix du peuple, comme on dit Vox Populi, Vox Dei. Donc il faut rappeler aussi le président de l'UFDG, Elhadji Cellou Dalein Diallo, il est le vice-président de l'Internationale libérale, il est membre de cette famille des libéraux et donc on va se rapprocher. Il est avec nous, c'est M. Ouédraogo, qui est le président du réseau africain des libéraux, mais aussi vice-président de l'Internationale libérale. Bonjour à vous. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors vous êtes en direct de la télévision depuis Conakry. Alors dites-nous un peu, c'est quoi l'objectif de ce sommet de Dakar? En fait, il y a 2 grandes rencontres qui se déroulent actuellement à Dakar. La première rencontre, c'est le sommet Renew PAC, qui est Renew, qui regroupe les députés libéraux européens, et PAC pour Pacifique, Afrique, Caraïbes, qui regroupe les parlementaires africains. Et le thème de cette grande rencontre, c'est comment favoriser le développement durable. Mais il se trouve aussi que le réseau libéral africain, qui regroupe l'ensemble des partis libéraux africains, organise son assemblée générale pour sa 20e année ici. Donc nous avons aujourd'hui le sommet Renew PAC et demain, après-demain, nous avons donc l'assemblée générale du réseau libéral africain sur les 20 ans du réseau libéral africain, avenir, perspectives, défis et bilan. Et ces rencontres sont importantes puisqu'elles regroupent, si vous voulez, le réseau libéral africain, c'est comme l'Union africaine pour les partis libéraux. C'est tous les partis libéraux africains qui se retrouvent ensemble. Et nous avons l'Internationale libérale qui regroupe tous les libéraux du monde. Et vous avez les libéraux européens. Et là, nous sommes en train de travailler pour avoir un manifeste entre les libéraux africains et les libéraux européens. Et en tant que président du réseau libéral africain, je coordonne cette initiative du côté africain. Et je voudrais saluer l'implication du vice-président de l'Internationale libérale, Cellou Dalein Diallo, qui s'implique à nos côtés pour permettre que tout cela soit une réalité. Alors, justement, ce sommet intervient dans une situation assez particulière puisque c'est un sommet Europe-Afrique cette fois-ci. Alors, comment vous vivez ce sommet au moment où, chez vous, au Burkina Faso, c'est une transition, en Guinée également, c'est une transition, au Mali, la même chose, le président Macky Sall, tout à l'heure, est revenu sur l'alternance démocratique, le respect de la démocratie. Est-ce que, à l'occasion de ce sommet, cette question lancinante va être au centre des discussions? Disons qu'en fait, nous parlons du développement durable et nous parlons des fondamentaux. Et lorsque nous parlons de manière générale sur l'Europe et l'Afrique. Par exemple, ce matin, quand on adoptait les textes, nous avons dit, par rapport aux questions démocratiques, il y a les standards, nous devons les regarder du côté européen, mais également aussi du côté africain. Il faut que nous soyons dans ce que nous allons dire, que ça s'applique à tout le monde, les mêmes standards pour tout le monde. Et donc notre réflexion, c'est de proposer quelque chose qui puisse s'adapter et à l'Afrique et à l'Europe, parce que c'est important de tenir compte aussi des particularités de chaque pays et de chaque État. Merci beaucoup. Merci. Alors, Lamine, vous avez compris, c'était le président du réseau africain des libéraux, le Burkinabé, M. Ouédraogo. Demain, forcément, on va vous rappeler, pourquoi pas, revenir un petit peu plus en détail avec le JT de 22h, pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas, Diba Minimono, avec nos équipes du côté de Dakar, mesdames et messieurs. Dans un instant, sur Radio Espace, nous allons passer évidemment à notre rubrique Mur de jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Allez, le mur du jour avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint, ma grande Sané. Beaucoup de réactions ce matin. Alors, on prend les 3 derniers, comme d'habitude, les 3 têtes de liste. On a Mohamed Ali qui a 2 murs, pareil pour Lamine, et Ousmane Gawal en a pris 5. D'accord. Donc c'est le mur du jour. Ouais, j'avais deviné. Ouais. C'était prévisible. C'était prévisible, oui, ouais, c'était prévisible. Même Merci. Quand tu n'es pas dans le studio. Ouais, tu prends des murs. Tu prends des murs. C'est aussi simple que ça. Et demain. Oui, demain. Demain, nous aurons Dame Kadiatouba. Ouais.
Sleg. Oui, du Sleg. Voilà. L'autre du Sleg. Ouais, c'est bien cela. Ouais. Merci à vous tous. On a terminé ce matin. Diba Milimono avec toute l'équipe. Vous allez les retrouver pour Kappa dans nos éditions d'information avec la rédaction d'Espace TV, entre autres. Sur Espace TV, à midi 10, vous avez rendez-vous avec les dames. Ça s'appelle Conakry Midi. Et sur Radio Espace, c'est l'équipe de Mohamed Daouda Kamara que vous allez retrouver avec votre émission Espace Première. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir. Nouveau